Aérodrome de Guidonia, Rome, juin 1943. L'ingénieur Capo Filippo Zapata s'essuya la sueur du front tandis qu'il contournait l'avion assis sur le tarmac sous garde armée. Le chasseur américain à double fuselage brillait sous le soleil méditerranéen, sa peau en aluminium intacte à l'exception de quelques rayures provenant de l'atterrissage d'urgence en Sardaigne 3 jours plus tôt. Une erreur de navigation avait livré ce trésor technologique aux mains des Italiens. Un Lockheed P-38G Lightning complètement intact, avec les 2 moteurs encore chauds du vol vers le nord. Quand Zapata vit pour la première fois le P-38 sur le tarmac, sa réaction reflétait celle de tous les pilotes italiens. C'étaient ces fuselages jumeaux étrangement maladroits, flanquant un fuselage central qui violait tous les principes du design élégant italien. Ses collègues l'appelaient Il Diavolo, le diable aux 2 queues, mais le surnom contenait plus de moquerie que de crainte. Mais alors que Zapata commençait son examen méthodique, l'ingénieur qui croyait aux chiffres était sur le point de confronter une vérité impensable. Le P-38 n'était pas maladroit, c'était une prophétie. Et ses composants étaient la preuve mathématique que l'Italie avait déjà perdu une guerre que ses dirigeants croyaient encore pouvoir remporter. Zapata était l'ingénieur en propulsion principale de la Regia Aeronautica, un homme qui avait passé 15 ans à concevoir et évaluer les moteurs d'avion pour Fiat, Alfa Romeo et Isotta Fraschini. Il avait examiné des Spitfire britanniques capturés, étudié des Yak soviétiques et analysé des Messerschmitt allemands. Il pensait comprendre l'état de l'ingénierie aéronautique en 1943. Il était sur le point de découvrir qu'il ne comprenait rien. Alors que son équipe d'ingénieurs s'approchait du Lightning avec leurs boîtes à outils et leurs instruments de mesure, Zapata ne pouvait pas secouer un sentiment de dread. Les Américains avaient envoyé cette machine à travers un océan pour combattre dans une guerre à des milliers de kilomètres de chez eux. Cela seul suggérait une capacité industrielle que l'Italie pouvait à peine concevoir. Mais c'était ce qui se trouvait sous ces capots moteurs qui révélerait une vérité si dévastatrice qu'elle entrait les ingénieurs aéronautiques italiens pour le reste de la guerre. Ils n'étaient pas seulement en retard, ils étaient impossiblement, irrémédiablement surpassés. Le P-38 Lightning représentait tout ce que l'ingénierie aéronautique italienne n'était pas. Là où les chasseurs italiens étaient des designs élégants et légers qui tiraient les performances maximales de ressources minimales, le Lightning était une brute américaine, massive, complexe et alimentée par une technologie motrice que les usines italiennes ne pouvaient pas commencer à reproduire. Zapata connaissait les spécifications par réputation. 2 moteurs Allison V1710, hélice contrarotative turbocompressée, train d'atterrissage tricycle. Sur le papier, cela semblait presque gaspilleur. 2 moteurs là où un devrait suffire. Complexité inutile. Excès typiquement américain. Mais Zapata était un scientifique, et les scientifiques ne font pas confiance à la réputation. Ils font confiance aux mesures. Son équipe a passé la première heure simplement à documenter les dimensions externes. L'envergure du Lightning s'étendait sur 52 pieds, raisonnable pour un chasseur. Mais le poids, quand ils ont calculé le poids en charge en fonction de l'analyse structurelle et de la capacité de carburant, les chiffres étaient stupéfiants. Près de 18 000 livres en charge complète. Presque 2 fois le poids des chasseurs de première ligne italiens, le Macchi C2E2 et le Fiat G55. Comment quelque chose d'aussi lourd peut-il même voler ? Murmura son assistant Giorgio Mancini alors qu'il enregistrait les mesures. C'est ce que nous allons découvrir, répondit Zapata, bien qu'il soupçonnait déjà que la réponse serait troublante. L'examen réel a commencé quand ils ont ouvert les capots moteurs. Le port du moteur gauche d'abord. Alors que les panneaux s'écartaient et que l'Allison V1710 était révélée, l'équipe d'ingénierie de Zapata tomba silencieuse. Ce n'était pas la taille, bien que la configuration V à 12 cylindres refroidis par liquide soit énorme selon les normes italiennes. Ce n'était même pas la qualité évidente de l'usinage, bien que chaque composant brillait avec une précision que les usines italiennes, luttant contre les pénuries de matériaux et les bombardements alliés, ne pouvaient plus égaler. C'était le système de turbocompresseurs. Zapata avait lu des rapports de renseignements sur les turbocompresseurs américains. Le concept n'était pas nouveau. Utiliser les gaz d'échappement pour faire tourner une turbine qui comprime l'air d'admission, permettant au moteur de maintenir la puissance au niveau de la mer en haute altitude. Les ingénieurs allemands avaient expérimenté la technologie. Les ingénieurs italiens avaient élaboré des propositions. Mais personne, ni les Allemands, ni les Britanniques, certainement pas les Italiens, n'avait intégré avec succès un turbocompresseur dans un avion de chasse de production. Les Américains l'avaient fait 2 fois, un pour chaque moteur, et ils construisaient des centaines de ces avions chaque mois.
L'assemblage du turbocompresseur était assis derrière et en dessous de chaque moteur, connecté par un réseau complexe de conduits d'échappement qui serpentaient à travers la structure du fuselage arrière. La roue de turbine, quand Zapata l'a examinée attentivement, était un chef-d'œuvre de métallurgie, un composant forgé de précision conçu pour tourner à plus de 21 000 tours par minute tout en étant exposé à des gaz d'échappement dépassant 700 degrés Celsius. « Quel alliage est-ce » demanda Mancini, passant ses doigts sur les aubes de turbine. Zapata secoua lentement la tête. « Nickel-rhum peut-être, ou quelque chose de propriétaire. Quoi qu'il en soit, nous ne l'avons pas. Et même si nous pouvions acquérir le matériau, nous manquons de la capacité de coulée de précision pour le fabriquer. » Les implications étaient dévastatrices. Chaque moteur P38 avec son système de turbocompresseur pouvait produire environ 1125 chevaux-vapeur en puissance d'urgence de guerre. Plus de 2850 chevaux-vapeur combinés. À titre de comparaison, le moteur Daimler-Benz DB605 alimentant le dernier Macchi C205V, le chasseur le plus avancé de l'Italie, produisait 1750 chevaux-vapeur. Un P38 avait près de 2 fois la puissance du meilleur chasseur monoplan italien. Mais les chiffres empiraient. Zapata a commencé à calculer les exigences d'ingénierie. L'Allison V710 avait une cylindrée de 1710 pouces cubes, soit 28 litres. La précision requise pour usiner 12 cylindres, 12 pistons, des bielles, un vilebrequin capable de supporter 3000 tours par minute sous les charges de combat, le surcompresseur, le turbocompresseur, l'échangeur de chaleur intermédiaire, le système de refroidissement de l'huile, le radiateur, les engrenages de réduction. Il sortit son carnet et commença à énumérer les composants. Son assistant regarda, puis posa la question qu'ils pensaient tous les deux. Pourrions-nous construire cela ? Zapata continua à écrire pendant plusieurs minutes avant de répondre. En construire un peut-être ? Avec 6 mois, des ressources illimitées, nos meilleurs machinistes et des conditions parfaites ? Le construire de manière fiable ? Non. En construire des centaines ? Impossible. Le système de refroidissement seul était une révélation de la sophistication de l'ingénierie américaine. L'Allison utilisait un système de refroidissement par liquide avec des radiateurs distants montés dans les bords d'attaque des ailes, une position qui minimisait la traînée tout en maximisant l'efficacité du refroidissement. Les radiateurs eux-mêmes étaient des noyaux fabriqués avec précision, contenant des centaines de petits tubes, chacun brasé avec des tolérances exactes pour prévenir les fuites tout en maximisant le transfert de chaleur. La technologie des radiateurs italiens était en retard de plusieurs années. Leurs radiateurs étaient plus lourds, moins efficaces et sujets aux dommages au combat. Le design américain intégrait une protection blindée, des passages de liquide de refroidissement redondants et un mélange de glycol qui fonctionnait à des températures plus élevées que les systèmes italiens ne pouvaient le supporter. Ils ont résolu des problèmes dont nous ne soupçonnions même pas l'existence, observa Mancini en traçant les conduites de refroidissement du doigt. Ils ont résolu des problèmes dont nous connaissions l'existence mais que nous ne pouvions pas nous permettre de traiter, corrigea Zapata. Les hélices contrarrotatives représentaient une autre couche de complexité. Le moteur gauche tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, le moteur droit dans le sens inverse, éliminant l'effet de couple qui affligeait les chasseurs monoréacteurs. Cela nécessitait des réducteurs en image miroir, des gouverneurs d'hélices différents et une synchronisation minutieuse des moteurs. Zapata examina le réducteur, un assemblage précis qui convertissait les 3000 tours par minute du moteur à environ 1400 tours par minute à l'arbre de l'hélice. Les engrenages étaient en acier durci, usinés avec précision selon des tolérances mesurées en millièmes de pouce. Nous ne pouvions pas fabriquer ces engrenages, déclara sans détour son spécialiste en métallurgie, Domenico Russo. Passe avec la qualité d'acier actuelle, passe avec nos capacités de traitement thermique. Ces engrenages doivent transmettre 1500 chevaux-vapeur sans défaillance. Nos engrenages se désintégreraient sous la moitié de cette charge. À mesure que l'examen se poursuivait, un schéma émergea qui troubla Zapata bien plus que n'importe quelle composante isolée. Chaque système du P38 avait été conçu en tenant compte de la redondance, de la maintenabilité et de la flexibilité opérationnelle. Le système électrique utilisait une architecture 24 volts avec des générateurs redondants, un par moteur. Si un générateur défaillait, l'autre pouvait alimenter tous les systèmes essentiels. Les chasseurs italiens utilisaient des systèmes 12 volts avec un seul générateur. Le système hydraulique qui alimentait le train d'atterrissage, les volets et les aérofreins
comprenait des pompes redondantes et plusieurs disjoncteurs. Les chasseurs italiens utilisaient souvent des systèmes mécaniques ou des systèmes hydrauliques à point unique qui étaient vulnérables aux dégâts de combat. Le système de carburant incorporait des réservoirs auto-obturants, une technologie que l'Italie n'avait que récemment commencé à mettre en œuvre, avec des capacités de transfert croisées complexes qui permettaient au carburant d'être transféré entre les réservoirs ou aux moteurs arrêtés pour l'économie des équipages. Mais c'était la capacité de munitions qui choqua véritablement les ingénieurs italiens. Chaque P-38 portait un canon Hispano de 20 mm avec 150 cartouches et 4 mitrailleuses Browning M2 de 50 calibres avec 500 cartouches chacune, toutes concentrées dans le nez. Puissance de feu totale, un canon et 2000 cartouches de munitions de mitrailleuses lourdes. Le Macchi C205V portait deux mitrailleuses de 12,7 mm avec 400 cartouches chacune, et un canon de 12 mm avec 200 cartouches. Le P-38 avait 3 fois la capacité de munition et une puissance de frappe nettement supérieure. Ils ont construit un cuirassé volant, dit Mancini, examinant les mécanismes d'alimentation des munitions. Regardez ces systèmes d'alimentation, ils sont conçus pour fonctionner sous des manœuvres à jet élevé sans s'enrayer. Ces moteurs, il pointa du doigt les moteurs électriques de suralimentation des munitions, assurent une alimentation positive même lorsque le pilote tire 6G dans un virage serré. Zapata prenait des notes avec frénésie, mais il avait cessé d'écrire les spécifications techniques. Au lieu de cela, il calculait les exigences de production. Chaque P-38 nécessitait environ 50 000 pièces individuelles. Les moteurs seuls contenaient plus de 6 000 composants chacun. Le système électrique comprenait 8 000 de câblage. Le système hydraulique nécessitait des vannes et des joints usinés avec précision que les fournisseurs italiens ne pouvaient pas produire de manière fiable. Le fuselage en aluminium nécessitait des alliages que l'Italie avait du mal à obtenir en raison des pénuries de matériaux et des blocus alliés. Il leva les yeux vers l'éclair assis sur le tarmac et pour la première fois de sa carrière, Filippo Zapata ressentit un véritable désespoir. Ce n'était pas simplement un avion ennemi. C'était la preuve d'une révolution industrielle qui avait laissé l'Italie derrière. Ce soir-là, Zapata s'assit dans son bureau à Guidonia et commença à rédiger son rapport. Les spécifications techniques remplissaient 12 pages, mesures, analyse de composants, évaluation de matériaux et calcul de performance. Mais c'était la section finale, marquée évaluation stratégique, que Zapata savait être controversée. Il écrivit: le Lockheed P-38 Lightning représente un niveau de sophistication de l'ingénierie aéronautique qui dépasse les capacités de fabrication italiennes d'une marge d'environ 5 à 7 ans à notre rythme actuel de développement. Plus significativement, l'avion démontre la capacité industrielle américaine fonctionnant à une échelle que nous ne pouvons pas égaler. Conclusion spécifique. Le moteur Allison V1710 turbocompressé produit 1125 chevaux vapeur, presque équivalente à nos moteurs les plus puissants, mais avec des performances d'altitude supérieures grâce aux turbocompresseurs. L'industrie italienne manque de la métallurgie, de l'usinage de précision et du contrôle de qualité pour reproduire ce moteur. La production d'un seul prototype nécessiterait 18 mois et épuiserait les ressources nécessaires pour 20 chasseurs conventionnels. Le système de turbocompresseur seul représente une technologie au-delà de nos capacités actuelles. La science des matériaux, la coulée de précision et la métallurgie à haute température requises ne sont pas disponibles dans l'industrie italienne. Le système d'hélice contra-rotative élimine les effets de couple mais nécessite un réducteur de précision que nous ne pouvons pas fabriquer de manière fiable. La construction du fuselage démontre une qualité d'alliage d'aluminium et des techniques de formage supérieures à nos normes actuelles. L'intégration des systèmes, électriques, hydrauliques, carburant, armement, montre une philosophie de conception privilégiant la redondance et la maintenabilité par rapport aux économies de poids. Cette approche n'est possible qu'avec des moteurs assez puissants pour surmonter la pénalité de poids. La fabrication américaine semble capable de produire ces avions complexes en grand nombre, tout en maintenant les normes de qualité. Le renseignement suggère des taux de production dépassant 200 avions mensuels provenant de plusieurs usines. À titre de comparaison, la production de chasseurs italiens de tout type s'élève en moyenne à 150 avions mensuels, et ce taux diminue en raison des pénuries de matériaux et des bombardements alliés. Recommandation. Le P-38 ne peut pas être contré par la parité technologique. Les chasseurs italiens manquent de la puissance motrice, des performances d'altitude et de la puissance de feu pour engager efficacement. La doctrine tactique devrait mettre l'accent sur l'évitement de l'engagement avec les P-38 si possible.
Évaluation stratégique. Si cet avion représente la capacité de production américaine typique, et le renseignement suggère que c'est le cas, l'Italie fait face à un ennemi avec une supériorité industrielle écrasante. La guerre ne peut pas être gagnée par l'attrition contre un adversaire capable de produire des armes de cette sophistication à grande échelle. Zapata relut son rapport 3 fois avant de le signer. Il savait ce qui se passerait. Les sections techniques seraient acceptées, l'évaluation stratégique serait rejetée comme défaitiste. Mais il était un ingénieur lié par les preuves et les mathématiques, et les preuves étaient indéniables. Le lendemain matin, le colonnello Angelo Tandi, le pilote d'essai en chef de la Regia Aeronautica, arriva à Guidonia pour piloter l'éclair capturé. Tandi était un vétéran avec des milliers d'heures dans des dizaines de types d'avions. Il avait piloté tous les chasseurs italiens, des Spitfire capturés, même un Messerschmitt Bf-109. Il écouta le briefing technique de Zapata avec une courtoisie professionnelle, mais son expression suggérait qu'il croyait que l'ingénieur exagérait les choses. Les Américains construisaient des avions lourds, tout le monde le savait. La quantité plutôt que la qualité, la force brute plutôt que l'élégance. Tandi monta dans le cockpit du P-38 avec la confiance d'un homme qui avait maîtrisé chaque avion qu'il avait jamais piloté. Zapata observa depuis la tour de contrôle alors que les moteurs de l'éclair démarraient. D'abord le gauche, puis le droit. Les Allison V1710 se stabilisèrent dans un ronronnement synchronisé et lisse qui fit vibrer les fenêtres de la tour. Tandi roula vers la piste, ses mouvements prudents alors qu'il se familiarisait avec le train d'atterrissage tricycle et la direction de la roue avant. Le roulage au décollage semblait impossiblement long pour les observateurs habitués aux chasseurs italiens qui s'enlevaient du sol en secondes. Mais quand l'éclair finit par cabrer, il monta à un angle qui coupa le souffle à Zapata. 15 minutes plus tard, Tandi atterrit, roula vers le point d'arrêt et arrêta les moteurs. Il resta assis dans le cockpit pendant plusieurs minutes avant de descendre. Quand il atteignit enfin le sol, son expression avait changé. Il marcha directement vers Zapata. « Tout ce qui figure dans votre rapport est correct, dit Tandi tranquillement. Et vous avez minimisé certaines choses. À l'altitude, cet avion est intouchable. À 25 000 pieds, il accélérait toujours. Le taux de montée dépasse tout ce que j'ai expérimenté. L'harmonie des commandes est excellente, lourde mais précise. La visibilité est exceptionnelle. La puissance de feu. » Il fit une pause. J'ai tiré une rafale d'essai. C'était comme déchaîner le tonnerre. Le canon et les 4 mitrailleuses tirant tous du nez, sans aucun problème de convergence. Pointez l'avion vers la cible et appuyez sur la gâchette. Tout ce qui se trouve devant meurt. Zapata hocha lentement la tête. « Pouvons-nous le contrer ?» Tandi garda le silence pendant un long moment. « Pas avec ce que nous avons. Pas avec ce que nous développons. Le Machi C205V est excellent à altitude moyenne. Le Fiat G55 a une bonne puissance de feu, mais ni l'un ni l'autre ne peut égaler ce chasseur américain dans le régime où se déroule le combat aérien moderne. Haute altitude, grande vitesse, opération soutenue. Et vous dites qu'ils en produisent à grande échelle ? Les estimations du renseignement parlent de 500 par mois à la fin de 1943. Tandi rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour. 500 de ces appareils par mois. Nous en produisons combien ? 50 Macchi et 30 Fiat dans un bon mois. Et ils produisent des B-17 et des B-24 par milliers. Des P-47, des P-51, des navires, des chars, tout. Il regarda à nouveau le Lightning. Nous combattons une nation qui peut se permettre de mettre 2 moteurs turbocompressés de 400 chevaux dans un seul chasseur et d'en construire des centaines. Qu'est-ce que cela vous dit sur cette guerre ? Zapata n'avait pas de réponse. La question était rhétorique de toute façon. Au cours des semaines suivantes, les ingénieurs italiens ont mené des tests exhaustifs sur le P-38 capturé. Ils l'ont fait voler contre des chasseurs italiens à diverses altitudes et vitesses. Ils ont mesuré ses performances en montée, en piqué et en virage. Ils ont comparé ses systèmes avec les avions italiens et allemands équivalents. Chaque test a confirmé la même conclusion dévastatrice. Le Lightning était supérieur dans presque tous les domaines mesurables. À des altitudes supérieures à 20 000 pieds où se produisaient les interceptions de bombardiers, rien dans l'inventaire italien ne pouvait le rattraper. Les turbocompresseurs maintenaient la pleine puissance là où les moteurs italiens manquaient d'air. Même le Messerschmitt Bf-109G avec son moteur DB605 perdait des performances significatives au-dessus de 25 000 pieds.
Le P-38 atteignait son apogée à cette altitude. Son avantage de vitesse lui permettait de choisir quand engager le combat et quand s'échapper. Les chasseurs italiens tentant d'intercepter pouvaient être facilement évités par les pilotes américains qui poussaient simplement leur manette des gaz vers l'avant et distançaient la poursuite. La concentration de l'armement dans le nez s'avéra dévastateur au combat simulé. Les chasseurs italiens avec des canons montés sur les ailes souffraient de problèmes de convergence. Les canons étaient généralement harmonisés pour converger à 300 mètres, mais étaient moins efficaces à d'autres distances. Les armes montées au nez du P-38 n'avaient pas cette limitation, viser et tirer. Mais ce qui troubla véritablement les ingénieurs italiens, c'est ce qu'ils découvrirent quand ils commencèrent à démonter les composants pour une analyse détaillée. La qualité de construction était extraordinaire. Les soudures étaient parfaites. L'usinage était précis. Les matériaux étaient de haute qualité partout. Il n'y avait pas de raccourci, pas de compromis, aucune preuve de contrainte de ressources. Un ingénieur italien examinant le moteur écrivit dans ses notes « Chaque composant semble surconçu avec une marge de sécurité que nous ne pouvons pas nous permettre ». Là où la conception italienne maximise les performances à partir de matériaux minimaux, la conception américaine réalise les performances grâce à des matériaux supérieurs et à la fabrication. Nous construisons à la limite de ce qui est possible. Ils construisent avec des marges qui supposent que certains composants échoueront et que l'avion volera toujours. Cette philosophie s'étendait à tout l'avion. Les éléments structurels étaient plus lourds que strictement nécessaire, offrant durabilité et tolérance aux dommages. Le système électrique incluait plus de disjoncteurs et de redondances que les concepteurs italiens ne l'auraient jamais spécifié. Les conduites hydrauliques incluaient une protection blindée qui ajoutait du poids mais améliorait considérablement la survivabilité. C'était l'ingénierie d'une nation aux ressources illimitées. Et cela fonctionnait. La légendaire robustesse du P-38 n'était pas un accident. Elle était conçue dès le départ. Le rapport de Zapata remonta la chaîne de commandement. Les sections Technics ont été distribuées aux fabricants d'avions italiens avec des instructions pour identifier les technologies pertinentes pour une mise en œuvre future. L'évaluation stratégique parvint au bureau de Marao Delaria Reno Corso Fuggier, chef de l'armée de l'air italienne. Fuggier la lut attentivement, puis la classa. Il n'y avait rien à faire, l'Italie manquait de capacité industrielle pour reproduire la technologie américaine. Le soutien allemand était concentré sur leur propre programme. Le mieux que les meilleurs ingénieurs italiens pouvaient faire était d'optimiser les conceptions existantes et d'espérer que l'habileté des pilotes et la créativité tactique pourraient surmonter le désavantage matériel. Ce ne serait pas suffisant, tout le monde le savait, mais personne ne pouvait le dire publiquement. Le 11 août 1943, Tandy pilota le Lightning capturé au combat. Le renseignement signala une formation de bombardiers américains B-24 Liberator revenant d'un bombardement de Taney. Tandy décolla de Guidedonia, monta en altitude et se positionna pour attaquer. Utilisant la silhouette familière du Lightning pour se rapprocher sans être détecté, il ouvrit le feu sur un bombardier traînard. Le feu concentré du canon et des 4 mitrailleuses déchira le Liberator. Tandy revendiqua la victoire, possiblement un B-24 nommé Bonissiu ou Lady Evelyn selon les dossiers contradictoires. C'était une petite victoire. Un chasseur américain capturé piloté par le meilleur pilote d'essai italien avait détruit un bombardier américain. À des fins de propagande, c'était utile. À des fins stratégiques, c'était insignifiant. Le Lightning fut immobilisé peu après, sans pièces de rechange, sans manuel d'entretien, sans le soutien logistique qui maintenait les P-38 américains en vol. L'avion capturé devint une reine du hangar. Tandy ne le pilota jamais plus. La guerre continua. L'Italie se rendit en septembre 1943. Le Lightning à Guidedonia tomba aux mains des Allemands, puis fut finalement détruit pour éviter une recapture. Le rapport de Zapata survécut dans les archives, un document technique marquant le moment où les ingénieurs italiens affrontèrent toute l'ampleur de la puissance industrielle américaine et se trouvèrent incapables de répondre. Après la guerre, quand les chiffres de production furent déclassifiés, les estimations de Zapata s'avérèrent conservatrices. Les États-Unis produisirent 10 037 P-38 Lightning de toutes les variantes. Chacun nécessitait 2 moteurs Allison Zinc 1710, 2074 moteurs rien que pour le programme Lightning. L'Allison Zinc 1710 fut également utilisé dans les P-40, P-39 et P-63. La production totale dépassa 70 000 moteurs. La production entière de moteurs d'avions italiens en temps de guerre, tous types et fabricants confondus, était d'environ 13 000 unités. L'Amérique avait produit 5 fois autant d'un seul type de moteur avancé. La disparité s'étendait à chaque catégorie. L'Amérique produisit plus de 300 000 avions pendant la guerre.
L'Italie en produisit environ 11 000. La production d'aluminium américaine en 1943 seule dépassa la production totale en temps de guerre de l'Italie. Les ouvriers d'usines américains, dont beaucoup étaient des femmes qui n'avaient jamais travaillé dans la fabrication auparavant, assemblaient des avions complexes avec une précision que les artisans italiens avaient du mal à égaler. Des années plus tard, dans les années 1960, un historien de l'aviation italienne interrogea Filippo Zapata sur son examen du P-38 capturé. L'ingénieur, retraité et réfléchi, parla avec prudence de ce jour de juin 1943. « Je savais que nous perdrions la guerre quand j'ai ouvert ces capots moteurs, » dit Zapata. « Non pas à cause d'un seul composant, mais à cause de ce que l'avion entier représentait. Les Américains avaient construit un chasseur qui nécessitait 50 000 pièces, y compris 2 des moteurs les plus complexes qui existent, et ils les produisaient en quantité que nous ne pouvions pas égaler avec nos conceptions les plus simples. Quand j'ai calculé les heures de travail, les matériaux, l'usinage de précision, le contrôle de qualité requis, il était clair que nous combattions un géant industriel qui avait à peine commencé à se mobiliser. Le P-38 n'était pas leur meilleur chasseur, c'était juste l'un de plusieurs types avancés qu'ils produisaient simultanément. Tandis que nous avions du mal à construire 100 chasseurs par mois, ils en construisaient des milliers, tous aussi bons ou meilleurs que nos meilleures conceptions. « Avez-vous jamais volé dans un P-38 » demanda l'historien. Zapata sourit. « Non, dit Tandy, mais j'ai décliné. Je suis un ingénieur, pas un pilote. Mais je n'avais pas besoin de le piloter. Les chiffres me disaient tout. Rapport puissance-poids, charge à l'air, poussée disponible par rapport à la poussée requise. Les mathématiques de la performance de vol sont impitoyables. Le P-38 avait une puissance supérieure, une performance d'altitude supérieure, une puissance de feu supérieure, une portée supérieure et des systèmes supérieurs. Il était meilleur, et il y en avait des milliers. Le P-38G capturé à Guidonia ne vit jamais un service de combat extensif. Il effectua une poignée de vols d'essai, participa à une mission de combat, puis resta dans un hangar comme une curiosité technologique, preuve d'une guerre déjà perdue, analysé par des ingénieurs qui comprenaient les implications, mais étaient impuissants à les changer. L'histoire du Lightning capturé est finalement une histoire sur la capacité industrielle et les mathématiques de la guerre moderne. L'Italie. La nation entra dans la Deuxième Guerre mondiale avec d'excellents concepteurs d'aéronefs, des pilotes compétents et une fière tradition aéronautique. Mais elle manquait de l'infrastructure industrielle pour rivaliser avec la production de masse américaine. Elle manquait des ressources pour développer des technologies avancées comme les turbocompresseurs pratiques. Elle manquait des matériaux pour construire avec les marges de sécurité américaines, et elle manquait du temps pour combler un écart qui s'élargissait chaque mois qui passait. Le rapport de Filippo Zapata documentait cette réalité en termes d'ingénierie précis. 2 moteurs Allison 5710 produisant 2500 chevaux vapeur combinés, des turbocompresseurs maintenant les performances à saut à 25 000 pieds, des hélices contrarotatives éliminant les effets de couple, un armement concentré à l'avant avec 2000 cartouches de munitions, l'intégration des systèmes et la redondance qui privilégiaient l'efficacité opérationnelle par rapport aux économies de poids. Et derrière tout cela, une machine industrielle capable de produire ces aéronefs complexes à des cadences qui rendaient la production italienne insignifiante. Le P-38 capturé reposait sur le tarmac de Guidonia pendant seulement quelques mois. Mais pour les ingénieurs italiens qui l'ont examiné, qui ont mesuré ses composants et calculé ses implications, cet aéronef représentait un tournant, le moment où la réalité mathématique a submergé l'optimisme tactique, et ils ont compris que cette guerre serait décidée non pas par le courage ou la compétence, mais par les usines, les ressources et la capacité industrielle. L'Amérique possédait tous les 3 en abondance, l'Italie n'en avait aucun. L'éclair en était la preuve, et aucune quantité de génie d'ingénierie italienne ne pouvait changer ce fait.